les kikis, ce matin on va pas parler beaucoup, mais on va parler d'échecs cuisants. Alors, la moto, avec le setup qu'on a commencé à préparer pour l'améliorer sur le circuit, qu'on n'a d'ailleurs toujours pas testé sur PumpTrack, c'est quand même là que ça doit être le mieux. En TT, ben, c'est Mimi, c'est Rara, c'est la mémerde. On plante très vite l'avant et on part en tonneau avant encore plus vite. Donc ça, il n'y a pas bon. Il y a aussi des gens qui devraient, je crois, changer de lunettes, comme Mercedes, puisque le dernier essai de la Promoto, on voit clairement la différence. Le pack 2, donc où j'y vais plus fort sur le SAM 68 on-road, on voit clairement que ça va beaucoup mieux. Voilà. Lui, il n'a pas vu la différence. Bien sûr, on stackine tous les deux, hein, on le sait. Vous en faites pas, vous inquiétez pas. Mais la différence est flagrante. À l'accélération, au freinage, là vraiment tu peux sanguiner. Alors que le combo d'origine, non. Et surtout les courbes. On s'en sort beaucoup mieux dans les courbes qu'avant. Ce qui reste à régler, toujours encore. J'ai assoupli le sauve-cerveau pour voir. Ça n'a rien changé. C'est toujours catastrophique. Donc il me reste à changer le cerveau. Et, très important, un abonné qui a le même problème m'a écrit. J'ai gommé le problème parce que on a oublié tous les deux quelque chose d'évident qu'on aurait dû faire. C'est en changeant le cerveau. Si vous le changez, je vous invite à recalibrer votre TSM. AVC ou ESP, appelle-le comme tu veux. Parce que tu peux donc calibrer la position gaz à fond, frein à fond sur le récepteur. Après seulement, tu dois faire ton calibrage des gaz au variateur. Et la direction, c'est pareil. Ce qui me fait dire aussi que je ne suis même pas obligé d'aller me faire chier dans les réglages de la radio, gaz, frein, machin, pour régler ma butée gauche-droite. Si vous réglez votre butée gauche-droite, je vous invite à ne pas faire juste à ras, parce qu'après en tournant, ça tournera beaucoup moins bien. Il faut aller un petit peu plus loin quand même, que ton cerveau puisse bosser. Donc, l'Aussie typique, regarde comme c'est bien collé les stickers chez l'Aussie. Ça loupe pas. Tiens, on va virer aussi. Non, toi tu tiens. Alors, bizarrement, je la tiens. Bref. Donc, on pourra peut-être tricher sur le calibrage. Alors, déjà, le fait de le recalibrer, donc ça sera adapté au Bins. Il saura la position qu'il a et tout. Je vous invite aussi, d'ailleurs, petite parenthèse sur ça. Si vous avez une Spectrum réglable, au moment où vous calibrez vos AVC, pensez à aller dans l'EPA de la direction, mettre les cerveaux à fond, parce qu'il y a des radios où tu peux aller à 120, 130, 140, 150%. Donc impérativement, aller à fond de l'EPA avant de calibrer. Et après, tu peux réduire pas ce que je t'explique. Si tu calibres ta direction comme ça avec à 100%, tu vas aller en butée, tu vas calibrer gauche et droite. C'est toujours d'abord droite, après gauche. C'est facile. Le calibrage, tu fais la fonction bind avec le bouton, tu restes dessus, tu attends que ça clignote, tu bind ici. Tu attends le voyant fixe, tu fais d'abord gaz à fond, le voyant s'éteint et se rallume. S'éteint, pardon, tu relâches, il se rallume, tu fais frein à fond, pareil. Et ensuite, direction à droite, direction à gauche. Et là, si tu es à 100%, et ta direction ne tourne pas assez, en fait, il y a des véhicules où ça ne suffira pas. Tu vas dire merde, j'ai perdu de l'angle droite-gauche. Et ben, ça sert à rien de mettre ton EPA à 120, 130, 150% parce qu'il a buté à fond, c'est ça. Donc tu peux diminuer mais pas augmenter. C'est pour ça que je vous invite à mettre vos butées à fond sur les radios réglables, pas celle-là. Aussi, elle a aussi un EPA réglable, mais bon, un peu plus complexe. Donc je parle d'une Spectrum DX4, DX5, etc. Donc tu te mets à fond sur la voie de la direction, tu calibres à fond et tu réduis après sur tes EPA unilatérales ou bien évidemment le dual rate. Tu fais comme tu veux. En tout cas aussi, ça va beaucoup mieux avec les roulettes plus basses. J'ai pas les butées montées, mais c'était assez sympa parce qu'on se pose sur la roulette, elle flex un petit peu, tu vois, et on peut repartir assez sympa. Il m'a fallu un petit coup de main au début. Le terrain était vraiment pas bon là où j'étais, c'était catastrophe. Je me suis cassé la gueule tous les 5 mètres. Je peux te dire que j'ai marché ce jour-là, c'est pas plus mal, ça me fait perdre mon gras du bide. Mais niveau vidéo, évidemment, tu vas regarder ça, tu vas te dire. Mais c'est la réalité. Donc, je vais vous montrer ces images, bien évidemment.
Parce qu'il y a aussi des gens qui n'arrivent pas à rouler, qui se désespèrent et qui voient tout le monde rouler bien et qui se disent c'est pas normal, moi j'arrive pas. Tu verras que non, t'inquiète. On a tous une phase où ça merde. Alors moi, avant de reprendre mes réglages pour la faire plus polyvalente, je vais remettre bien évidemment mes roues pistes et je vais continuer mes réglages vraiment piste-piste. Et nous allons calibrer donc ce truc-là à la noix. Et non seulement nous allons le calibrer, enfin, est-ce que je vais laisser ce cerveau? Honnêtement, je me dis que c'est du gâchis, un cerveau aussi rapide, aussi puissant, avec autant d'ébattements dans un truc qui ne tourne que ça et ça. D'un côté, j'ai envie de monter la tête de fourche modifiée qui permet de gratter un petit peu de débattement encore droite-gauche. Est-ce que ça sera utile? Je ne sais pas. Pour les biens de la science, ce serait bien de calibrer d'abord. Et de faire un essai d'abord. Donc j'ai viré les bagues supplémentaires que j'avais mis parce que j'avais mis trop de bagues sur le sauve-cerveau. Je l'ai surdurci en fait. Certains m'ont dit attention, enlève-les parce que ça m'a fait du zigzag quand j'ai durci. Donc on a ces solutions-là. Et ensuite, si malgré que le cerveau soit plus souple, malgré que l'AVC soit recalibré, on va vite le faire ensemble, je n'ai toujours pas résolument problème de direction, nous remettrons le cerveau louseux de Louzy. Alors, on reste sur le petit bouton et on allume. Là, le récepteur clignote. On appuie ici bind. On allume la radio. Ça clignote. C'est fixe. Quand c'est fixe, on met gaz à fond. Non, ça marche pas comme ça. Pourquoi il marche pas comme ça celui-là? T'es con toi quoi? Il prend pas comme ça lui. Ah ça c'est chiant. Bon peut-être aussi c'est parce que ma batterie est vide. Bref. Je vais regarder la manip de calibrage. Parce que normalement c'est comme ça. Mais là, lui, il veut rien savoir. Donc on va faire ce qu'il faut. Avec une batterie pleine. Et aussi, un truc rigolo que j'ai remarqué. Donc, je te le répète encore une fois, quand tu as fini de rouler, tu coupes ici ta roue inertielle et t'attends. Tu laisses ça allumer une petite minute ou deux. Tu entends ta roue inertielle qui commence à ralentir et là seulement tu éteins. J'ai fait l'essai sur le terrain, j'ai débranché la batterie. La roue inertielle crée du courant, c'est un moteur brushless qui est entraîné par son inertie, donc ça crée du courant et ça crée assez de courant. Figure-toi que le récepteur est resté alimenté encore pendant 2 minutes posé dans le coffre de la Meriva parce que la direction était... je l'ai posé sur la direction, donc le cerveau retenait la direction droite et quand ça a lâché, d'un coup, poc, c'est descendu. Donc fais-le. Par contre, il y a un truc super rigolo. Si ta roue inertielle est allumée ici, quand tu allumes ta radio, elle ne se met pas en route. La radio calibre, l'AVC calibre, il bip, et là, hop, ta roue inertielle se lance. C'est assez funky. On a des gens qui ont eu un bruit après un crash sur la roue inertielle. Est-ce que tu as résolu ton problème? Est-ce que c'est quelque chose qui frotte quelque part? Ou est-ce que c'est vraiment ta roue qui a... Castor moustique qui a bugué? On a un abonné qui a signalé de faire très attention. Le récepteur, lui, il a roulé dans des flaques d'eau et le récepteur a grillé. C'est vrai qu'on a pris l'habitude que ces satanés récepteurs soient étanches. Et celui-là, puisque c'est un autre récepteur que les autres, il n'y a absolument rien de spécifié à ce sujet. Donc je vous invite à faire très attention. Effectivement, il n'a probablement pas tort de nous dire ceci. Ensuite, quand j'aurai résolu mon problème de direction, c'est pas pour tout de suite, je fais par petites étapes selon ce que j'ai envie de faire. Nous mettrons bien sûr un moteur 36 par 70, 3100 kV et on redescendra à 3S pour être un peu plus léger. Mais j'avais oublié un détail. C'est que. Alors, je me suis dit, si je descends, évidemment, on va redescendre sous centre de gravité, on va alléger 200 grammes au niveau du moteur, quasiment. Et encore peut-être 200 sur la lipo. 150 et 200. Mais, il y a un mais. C'est que
les batteries que j'ai, je crois, ne rentrent pas en longueur. Donc je suis obligé de laisser la selle en haut pour passer mes hardcase 8000. Je verrai ça, parce que j'ai pas envie d'acheter des batteries à part. Donc on verra ça. D'ailleurs, accessoirement, le moteur prend aussi 4 heures. Ça peut être rigolo, un petit pignon. Donc on aura moins d'effet de couple. Est-ce que c'est le couple qui l'a fait monter aussi facilement ou est-ce que c'est vraiment juste le poids en plus de la lipo à l'arrière qui fait basculer plus rapidement les choses? Je sais pas. Ce que j'ai bien aimé avec le poids supplémentaire, par contre, vous l'avez vu sur le pack 2 sur Sam 68, enfin déjà sur le premier pack, c'est qu'elle se couche plus facilement et on arrive bien à enrouler. Et quand tu es bien concentré, tu ne vas même pas frotter les roulettes que je ferai faire par Rafouille en impression 3D en TPU pour qu'on arrête d'avoir le n'est-ce pas? Après ça, on se penchera sur un réglage plus polyvalent de la fourche pour être plus souple pour le TT. Le beau taux de suspension arrière. Merci à Ricfu qui nous a donné plein d'indications sympas et tous les abonnés qui continuent à partager sur ce truc, qui explorent un peu le Beans. Les motards aussi, bien sûr, on a besoin de vous, les gars. Hein. Même s'il y a un truc qui n'est pas du tout comme sur une vraie bécane, c'est que tu n'es pas assis dessus, donc il n'y a pas le poids du bonhomme qui va t'emmener ou pas dans les virages. Il y en a qui ont des théories fumantes, mais qui n'ont pas la moto. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas parler du goût de la carotte si tu n'as jamais mangé de carotte. N'est-ce pas? Donc il y a un ou deux petits golems là, ils vont se calmer. Mais j'écoute quand même ce qu'ils disent parce que c'est pas forcément faux. Hein. Je taquine juste sur le fait de pas avoir de bécane, de pas l'avoir roulé et d'avoir des théories. Surtout, comme je te le dis, ce n'est pas une vraie moto. Le pilote dessus ne bouge pas, il ne tient pas le guidon, donc c'est pas du tout pareil. Ciao les gars. Je vous dis pas à demain puisqu'en ce moment je suis totalement irrégulier et je pense qu'on va continuer comme ça tout l'été. Puisque de toute façon il y a beaucoup moins de gens aussi qui regardent la chaîne quand il fait beau. Ce qui est très bien. Restez pas collés à l'écran, sortez.